Les 39 marches de John Buchan. Partie 2. Chapitre 4. L'aventure du candidat radical. Me voici donc, par ce radieux matin de mai, faisant donner à cette voiture de 40 chevaux tout ce qu'elle pouvait sur les routes raboteuses de la Bruyère. Au début, je lançais des coups d'œil en arrière par-dessus mon épaule et surveillais avec anxiété le prochain virage. Mais bientôt je conduisis d'un œil nonchalant, juste assez attentif pour rester sur la chaussée. Car je songeais éperdument à ce que j'avais trouvé dans le calepin de Scudder. Le petit bonhomme m'avait raconté un tas de bourdes. Tous ces contes au sujet des Balkans et des Juifs anarchistes et de la conférence du Foreign Office étaient simple fumisterie, de même pour Carolides. Pas tout à fait, cependant, comme on va le voir. J'avais accordé une foi entière à son histoire, et il m'avait mis dedans. Son calepin me donnait une version tout autre, et au lieu de me dire « une fois passe, 2 fois lasse », j'y croyais sans restriction. Pourquoi ? Je l'ignore. Cela sonnait terriblement vrai, et la première version était, si j'ose dire, malgré sa fausseté, aussi vraie dans le fond. Le 15 juin devait fixer le sort, un sort plus important que le meurtre d'un Levantin. Vu cette importance, je ne pouvais blâmer Scudder de m'avoir tenu en dehors de ce jeu, afin de jouer sa partie à lui seul. Je ne doutais aucunement que ce fût là son intention. Ce qu'il m'avait raconté paraissait déjà assez gros, mais la réalité était si démesurément plus énorme que, l'ayant découverte, il tenait à la garder pour lui. Je ne lui en voulus pas. Ce qu'il recherchait par-dessus tout, en somme, c'était le danger. Les notes renfermaient l'histoire complète, avec des lacunes, bien entendu, qu'il comptait remplir de mémoire. Il désignait ses sources, d'ailleurs, et par une manie singulière leur attribuait à toutes des valeurs numériques, dont il faisait la somme, laquelle correspondait au degré de crédibilité de chaque développement de l'histoire. Les 4 noms inscrits en caractères ordinaires étaient ses références, et il y avait encore un certain Ducrone, qui obtenait 5 sur un maximum possible de 5, et un autre qui arrivait à 3. Le calepin renfermait toutes les données principales de l'affaire, et en outre de celle-ci, une expression bizarre qui revenait une dizaine de fois entre guillemets. 39 marches. Telle était cette expression. Et la dernière fois qu'il l'employait, il la complétait ainsi. 39 marches, je les ai comptées. Marée haute à 22h17. Je ne voyais rien à tirer de là. La première chose que j'appris fut qu'il ne pouvait être question d'empêcher la guerre. Celle-ci viendrait, aussi sûrement que la fête de Noël. On l'avait décidé, affirmait Scudder, déjà depuis février 1912. Elle éclaterait à l'occasion de Carolides. Son compte était réglé d'avance, et on l'enverrait ad patres le 14 juin, 2 semaines et 4 jours après ce matin de mai. Je conclus des notes de Scudder que rien au monde ne pouvait l'empêcher. Son histoire de garde et pirote qui tuerait père et mère était une vaste galéjade. En second lieu, cette guerre serait une surprise complète pour l'Angleterre. La mort de Carolides mettrait les Balkans en feu, sur quoi Vienne lancerait un ultimatum. Ce que n'admettrait pas la Russie, et il s'ensuivrait un échange de gros mots. Mais Berlin jouerait au pacificateur, et verserait de l'huile sur les vagues jusqu'au moment où, trouvant soudain un bon prétexte à querelle, il s'en emparerait, et en 5 heures nous tomberait dessus. Et ce plan, certes, était parfaitement combiné. Le miel des beaux discours, et puis un coup de traîtrise. Cependant que nous parlerions du bon vouloir et des bonnes intentions de l'Allemagne, nos côtes seraient subrepticement encerclées de mines, et des sous-marins guetteraient chacun de nos vaisseaux de guerre. Mais tout cela dépendait d'une 3e chose, qui devait arriver le 15 juin. Je n'y aurais jamais rien compris s'il ne m'était arrivé jadis
de faire la connaissance d'un officier de l'état-major français, revenant d'Afrique occidentale, qui m'avait raconté un tas de choses. Celle-ci, entre autres, qu'en dépit de toutes les absurdités dites au Parlement, il existait une vraie alliance effective entre la France et l'Angleterre, que les deux grands états-majors se rencontraient de temps à autre et prenaient des mesures pour le cas de guerre en vue d'une action combinée. Or, en juin, un très grand Manitou devait venir de Paris, et ce qu'on allait lui remettre n'était rien de moins que les plans de mobilisation de la flotte britannique. Du moins, je compris qu'il s'agissait de quelque chose d'analogue. En tout cas, d'un document de la plus haute importance. Mais à la date du 15 juin, il se trouverait d'autres personnages à Londres, et sur cela, je ne pouvais faire que des conjectures. Scudder se bornait à les appeler collectivement la pierre noire. Ils représentaient non pas nos alliés, mais nos ennemis mortels. Et c'était dans leur poche qu'allait passer le document destiné à la France. Or, celui-ci devait, qu'on ne l'oublie pas, se transformer à l'improviste, 8 ou 15 jours plus tard, dans les ténèbres d'une nuit d'été, en coups de canon et en torpilles véloces. Telle était l'histoire que je venais de déchiffrer dans une chambre d'auberge rustique, ayant vue sur un carré de choux. Telle était l'histoire qui me bourdonnait dans le cerveau tandis que je lançais de vallon en vallon la puissante voiture de tourisme. Ma première impulsion avait été d'écrire une lettre au Premier ministre, mais un peu de réflexion me fit voir l'inanité de cette démarche. Qui donc croirait à mon récit ? Je devais pour cela montrer un signe, une preuve à l'appui, et Dieu sait si j'en étais capable. Avant tout, il me fallait durer moi-même, et me trouver prêt à agir quand le moment serait venu. Et cette tâche ne serait déjà pas si aisée avec la police des îles Britanniques sonnant l'hallali derrière moi et les sectateurs de la pierre noire courant sur mes traces, invisibles et rapides. À défaut d'un but bien déterminé, je dirigeais ma course vers l'est, d'après le soleil, car la carte m'avait appris qu'en allant au nord, j'arriverais dans une région de mines de houille et de villes industrielles. Je ne tardais pas à quitter les hauteurs de Bruyères pour m'engager dans une large vallée. Sur un parcours de plusieurs milles, je côtoyais, en vitesse, la muraille d'un parc, où j'aperçus un grand château par une éclaircie des ramures. Je passais par de vieux villages à toit de chaume, et par-dessus de paisibles cours d'eau, et devant des jardins éclatants d'aubépines et de jaunes cytises. Une paix si profonde enveloppait la terre que je croyais difficilement que, quelque part derrière moi, il y avait des gens acharnés contre ma vie. Et voir, en outre, que d'ici 1 mois, sous la seule réserve qu'une chance inouïe ne me favorisât, ces faces rondes de villageois seraient défaites et altérées, et des cadavres joncheraient les campagnes d'Angleterre. Vers midi, j'arrivai dans un long village isolé, où je fus tenté de faire halte pour manger. Au beau milieu de la rue se trouvait le bureau de poste, sur les marches duquel se tenait la receveuse penchée sur un télégramme en compagnie d'un policier. Ils eurent un haut-le-corps en m'apercevant, et le policier leva le bras et me cria de stopper. Je faillis commettre la sottise d'obéir, mais j'entrevis dans un éclair que le télégramme me concernait, que mes bons amis de l'auberge s'étaient entendus et réunis dans le même désir de faire ma plus ample connaissance, et qu'il leur avait été bien facile de télégraphier le signalement de ma personne et de l'auto dans les 30 villages par lesquels je pouvais passer. Je lâchai les freins, mais il n'était que temps. Le policier avait agrippé la capote et il ne quitta prise qu'après avoir reçu mon poing gauche dans l'œil. Je compris que ma place n'était pas sur les grandes routes et que je devais me cantonner dans les chemins de traverse. Ce n'était pas facile sans carte. Je risquais de tomber sur un chemin de ferme qui m'enverrait dans une mare aux canards ou dans une cour d'écurie, et je ne pouvais m'offrir un retard de ce genre. Je vis enfin quelle gaffe j'avais commise en volant l'auto. Cette grosse machine verte était le plus sûr moyen de me faire repérer sur toute l'étendue de l'Écosse. Et si je l'abandonnais pour continuer à pied, on la découvrirait au bout d'1 heure ou 2, et je perdais mon avance dans la poursuite. La première chose à faire était d'emprunter les routes les plus désertes. Ces routes, je les trouvai bientôt, quand j'eus rencontré l'affluent d'une grande rivière et me fus engagé dans une gorge enclose de parois abruptes,
puis au-delà, sur une route en zigzag qui grimpait à un col. Je n'y rencontrai personne, mais comme elle me conduisait trop au nord, j'obliquai vers l'est par un mauvais sentier et rencontrai finalement une grande ligne de chemin de fer à double voie. Derrière celle-ci et sous mes pieds, je découvris une autre vallée assez large et m'avisai qu'en la traversant, je pourrais trouver une auberge isolée où passer la nuit. Le soir tombait et la faim me torturait, car je n'avais rien mangé depuis le matin que 2 brioches achetées à la voiture d'un boulanger. À ce moment précis, un vrombissement me fit lever la tête, et patatras! Cet infernal aéroplane était là, volant bas, à une dizaine de milles dans le sud et arrivant sur moi en vitesse. J'eus la présence d'esprit de me rappeler que, sur la lande nue, j'étais à la merci d'un avion et que mon unique espoir était d'atteindre le couvert des arbres dans la vallée. Du haut en bas de la colline, je filais comme un tonnerre, détournant la tête chaque fois que je l'osais pour surveiller cette sacrée machine volante. J'arrivai bientôt sur une route enclose de haies qui plongeait dans le ravin encaissé d'un cours d'eau. Puis vint un petit bois touffu où je ralentis l'allure. Soudain, sur ma gauche, j'entendis le coup de sirène d'une autre auto et vis avec effroi que j'allais arriver à la hauteur d'un portail par où un chemin privé débouchait sur la grande route. Ma corne émit un beuglement désespéré, mais il était trop tard. Je bloquai les freins, mais la vitesse acquise m'emporta, et devant moi, une autre auto jaillit en travers de mon chemin. Une seconde de plus, et c'était l'écrabouillement. Je fis la seule chose possible, et me jetai en plein dans la haie à droite, comptant trouver quelque chose de mou par derrière. Vain espoir! Ma voiture entra dans la haie comme dans du beurre, et piqua de l'avant en un plongeon vertigineux. Voyant ce qui se passait, je bondis sur mon siège afin de sauter à bas, mais une branche d'aubépine m'attrapa en pleine poitrine, me souleva et me retint, cependant qu'une tonne de métal coûteux filait par-dessous moi, faisait panache et déboulait avec un fracas formidable d'une hauteur de 50 pieds dans le lit du ruisseau. Peu à peu, la branche céda. Elle me déposa délicatement d'abord sur la haie, puis de là sur un berceau d'ortie. Comme je reprenais pied, une main me saisit par le bras, et une voix compatissante et tout effrayée me demanda si j'étais blessé. Je me trouvais en présence d'un grand jeune homme en lunettes d'automobiliste et paletot de cuir, qui, sans arrêt, maudissait sa maladresse et se confondait en excuses. Pour ma part, dès que je fus un peu remis de mon alerte, j'éprouvais plutôt de la joie. C'était là une façon comme une autre de me débarrasser de la voiture. « C'est ma faute, monsieur, » lui répondis-je. « Je me félicite de n'avoir pas ajouté un homicide à mes autres folies. Voilà la fin de mon tour d'Écosse automobile. Mais ça faillit être aussi la fin de ma vie. » Il tira sa montre et se livra dessus à un calcul. « Vous êtes un type de la bonne espèce, dit-il. J'ai un quart d'heure à perdre, et mon logis est à 2 minutes d'ici. Je vais m'occuper de vous rhabiller, de vous faire manger et de vous donner un lit. Où est votre bagage, entre parenthèses? Est-il tombé au fond du ravin avec la voiture? » « Le voici dans ma poche, répliquai-je en exhibant une brosse à dents. Je suis un colonial et ne m'encombre pas en voyage. Un colonial, s'écria-t-il. Bon Dieu, vous m'êtes envoyé par le ciel. Seriez-vous, par un hasard miraculeux, libre-échangiste? Je le suis, répondis-je, sans la moindre idée d'où il voulait en venir. Il me tapota l'épaule et me poussa dans sa voiture. 3 minutes plus tard, nous stoppâmes devant un pavillon de chasse d'aspect cossu et caché parmi les pins, où il me fit entrer. Il me mena d'abord dans une chambre à coucher et étala devant moi une demi-douzaine de ses complets, car le mien était réduit en lambeaux. J'en pris un, commode, de serge bleu, qui différait totalement de mes nippes précédentes, et lui empruntait un col raide. Puis il me remorqua vers la salle à manger, où les restes d'un repas garnissaient la table, et me déclara que j'avais exactement 5 minutes pour me repaître. « Vous n'avez qu'à prendre un sandwich dans votre poche, et nous trouverons à souper en rentrant. Il faut que je sois pour 8 heures à la loge maçonnique, faute de quoi mon agent électoral me tirera les oreilles. » J'arrosai d'une tasse de café un morceau de jambon froid, tandis qu'il bavardait, debout sur le tapis de cheminée. « Vous me voyez dans un sacré embarras, monsieur. »
À propos, vous ne m'avez pas encore dit votre nom. Twisdon? Un parent du vieux Twisdon de 1860? Non? Eh bien, sachez-le, je suis candidat libéral pour cette partie du monde, et je viens d'assister cet après-midi à une réunion à Brattleburn, ma ville capitale et l'odieuse forteresse du parti Tory. J'ai obtenu de Crumpleton, l'ex-premier ministre colonial, qu'il vienne parler pour moi ce soir, et il a fait afficher partout la réunion et vous a amorcé l'endroit à fond. Or, cet après-midi, je reçois une dépêche du bougre me disant qu'il a attrapé l'influenza à Blackpool. Et me voilà en plan et obligé de faire tout moi-même. J'avais l'intention de parler 10 minutes, et à présent il me faut en dégoiser 40. Or, j'ai eu beau me fouler les méninges pendant 3 heures pour trouver quelque chose à dire, je me sens incapable de tenir le coup. Mais vous allez être assez gentil pour m'aider, puisque vous êtes libre-échangiste. Vous saurez exposer à nos gens quelle fichaise représente aux colonies le protectionnisme. Tous les types comme vous ont la langue bien pendue. Ce qui n'est, hélas, pas mon cas. Je vous en serai éternellement reconnaissant. J'avais très peu d'idées sur le libre-échange dans un sens ou dans l'autre, mais je ne voyais pas d'autre moyen d'en venir à mes fins. Mon jeune gentleman était beaucoup trop absorbé par ses propres soucis pour s'aviser de l'incongruité qu'il y avait à prier un inconnu, qui venait d'échapper à la mort de l'épaisseur d'un cheveu et de perdre une auto de 1000 guinées, de prendre la parole à sa place dans une réunion sans y être préparé. Mais la nécessité m'interdisait de m'appesantir sur des incongruités, aussi bien que de choisir mes auxiliaires. « Entendu, répliquai-je. Je ne suis pas fameux orateur, mais je leur raconterai quelque chose sur l'Australie. » Mes paroles semblèrent délivrer ses épaules d'un fardeau séculaire, et ses remerciements furent enthousiastes. Il me prêta une ample peau de bique de chauffeur. Pas un seul instant, il ne s'était avisé de me demander pourquoi j'avais entrepris un périple en auto sans me munir d'un pardessus. Et tandis que nous filions sur les routes poudreuses, il me déversa dans l'oreille l'ingénieux récit de son existence. Orphelin, il avait été élevé par son oncle. J'ai oublié le nom de cet oncle, mais il faisait partie du cabinet, et chacun a pu lire ses discours dans les journaux. Il fit le tour du monde après sa sortie de Cambridge, puis, comme il cherchait une carrière, son oncle lui conseilla la politique. Il m'avoua qu'il n'avait pas de préférence de parti. « Il y a de braves types dans les deux, me dit-il d'un ton cordial, et des tas de pignoufs aussi. Je suis libéral parce que dans ma famille, on a toujours été Whig. » Mais malgré sa tiédeur en politique, il avait des aperçus bien arrêtés sur d'autres sujets. Il découvrit que je m'y connaissais un peu en chevaux et s'étendit longuement sur les partants du derby. Puis il me confia ses projets pour l'amélioration de sa chasse. Au demeurant, un très honnête, convenable et naïf jeune homme. Mais nous traversions une petite ville. 2 policiers nous arrêtèrent et braquèrent sur nous 2 lanternes. « Excusez, Sir Harry, dit l'un d'eux, nous avons reçu l'ordre de rechercher une auto dont le signalement correspond à peu près à la vôtre. »« Ça va bien, répliqua mon hôte, tandis que je remerciais la Providence pour les voies retorses qui m'avaient procuré le salut. Après cela, il cessa de parler, car son discours tout proche commençait à le travailler fortement. Ses lèvres s'agitaient sans cesse, son regard errait, et je m'attendais presque à une nouvelle catastrophe. Je tâchais de penser à ce que j'allais dire moi-même. Mais j'avais la cervelle plus aride qu'un caillou. Soudain, je m'aperçus que nous étions dans une rue, arrêtés devant une porte et accueillis par de démonstratifs messieurs, des rubans à la boutonnière. La salle contenait environ 500 personnes, dont beaucoup de femmes, une collection de crânes chauves et 2 ou 3 douzaines de jeunes gens. Le président, un pasteur à figure chafouine et à nez Rubicon, déplora l'absence de Crumpleton, épilogua sur son influenza et me délivra un certificat de maître incontesté de la pensée australienne. Il y avait à la porte 2 agents de police, et j'espérais bien qu'ils prenaient note de ce témoignage. Après quoi, Sir Harry commença son discours. Je n'ai jamais ouï rien de pareil. Il ignorait le premier mot de l'art oratoire.
Il avait devant lui une montagne de notes dont il lisait des passages, et lorsqu'il s'en écartait, il tombait dans un bégaiement prolongé. De temps à autre, lui revenait une phrase apprise par cœur, et bombant la poitrine, il la débitait à l'instar de Henry Irving. Puis, tout aussitôt, il se courbait en deux, ronronnant sur ses paperasses. C'était d'ailleurs un galimatia effarant. Il parla de la menace allemande et la qualifia de simple invention des Tories pour dépouiller le pauvre peuple de ses droits et refouler la vaste marée des réformes sociales. Heureusement, le prolétariat conscient et organisé s'en rendait compte et riait de ces méprisables Tories. Il émit la proposition de réduire notre marine, en gage de notre bonne foi, puis d'envoyer à l'Allemagne un ultimatum lui enjoignant d'avoir à nous imiter, faute de quoi nous lui tomberions dessus. Il affirma que, sans les Tories, l'Allemagne et la Grande-Bretagne travailleraient en frères dans la paix et le progrès. Je songeais au petit calepin noir dans ma poche. Ah, il s'en souciait bien, de la paix et du progrès, les amis de Scudder. Pourtant, d'une certaine façon, le discours me plut. On pouvait voir la loyauté de ce garçon briller à travers le galimatia dont on l'avait gavé. Et puis, de l'entendre, m'ôta un poids de dessus l'esprit. Je ne valais pas grand-chose comme orateur, mais j'étais quand même supérieur de 1000% à Sir Harry. Quand vint mon tour, je ne m'en tirais pas si mal. Je racontais simplement tout ce que je pus me rappeler sur l'Australie, concernant son parti socialiste et ses services d'émigration et autres. Je ne crois pas m'être avisé de faire mention du libre-échange, mais j'affirmais qu'en Australie, nous n'avions pas de Tories, et rien que les partis travaillistes et libéral. Cela souleva une acclamation qui devint de l'enthousiasme quand je leur exposais l'avenir merveilleux qui, selon moi, était réservé à l'Empire, si nous nous décidions enfin à en mettre un bon coup. Bref, j'imagine que ce fut plutôt un succès. Toutefois, le pasteur ne m'apprécia pas, et en proposant un vote de félicitations, il déclara digne d'un homme d'État le discours de Sir Harry, et le mien éloquent à la manière d'un prospectus d'émigration. Lorsque nous reprîmes place dans la voiture, mon hôte ne se tenait plus de joie d'en avoir fini avec la corvée. « Rudement à la hauteur, votre discours, Twisdon, dit-il. Et maintenant, vous allez revenir à la maison avec moi. Je suis tout seul, et si vous consentez à rester un jour ou deux, je vous montrerai à pêcher convenablement. » On nous servit un souper chaud, dont j'avais le plus grand besoin, après quoi nous bûmes des grogs dans un vaste égai fumoir, devant un feu de bois crépitant. Je jugeais l'heure venue de mettre carte sur table. Les yeux de cet homme me disaient que je pouvais me fier à lui. « Écoutez-moi, Sir Harry, commençai-je. J'ai quelque chose de très important à vous dire. Vous êtes un charmant garçon, et je serai franc avec vous. Où diantre avez-vous pris le fétide galimatia que vous venez de débiter ce soir ?» Ses traits se décomposèrent. « Était-ce donc si mauvais que ça ?» demanda-t-il, navré. « Cela ne me paraissait qu'un peu faible. J'en ai tiré le plus gros du Progressive Magazine et de brochures que mon agent électoral ne cesse de m'envoyer. Mais vous ne croyez réellement pas que l'Allemagne irait jamais nous faire la guerre ? Posez la même question dans 6 semaines et vous n'aurez pas besoin de réponse, fis-je. Si vous voulez bien me prêter votre attention une demi-heure, je vais vous raconter une histoire. Je crois voir encore cette pièce claire avec ses murs garnis de trophées de chasse et de vieilles estampes. Sir Harry, debout et trépidant sur le devant de cheminée, et moi-même allongé dans un fauteuil, en train de parler. Je me figurais être dédoublé, debout à côté de moi-même, écoutant ma propre voix comme celle d'un étranger, et me demandant avec impartialité quel degré de croyance méritait mon récit. C'était la première fois que je disais à quelqu'un l'exacte vérité, ainsi qu'elle m'apparaissait, et cela me fit un bien énorme en donnant à mes yeux plus de consistance à la chose. Je n'omis aucun détail. Il sut tout concernant Scudder, et le laitier, et le calepin, et mes faits et gestes dans le Galloway. Mon récit l'empoignait de plus en plus, et il arpentait sans arrêt le devant de cheminée. « Comme vous le voyez, terminai-je,
Vous avez reçu chez vous l'homme que l'on recherche pour l'assassinat de Portland Place. Votre devoir est d'envoyer votre auto chercher la police et de me livrer. Je ne pense pas en avoir pour fort longtemps en prison. Comme par hasard, j'attraperai bien un coup de couteau entre les côtes 1 heure ou 2 après mon arrestation. Néanmoins, c'est là votre devoir, en tant que citoyen respectueux de la loi. Peut-être d'ici 1 mois le regretterez-vous, mais vous n'avez aucune raison de prévoir le cas. » Il me considérait de son regard brillant et assuré. « Quel était votre emploi en Rhodésie, Hannay ?» demanda-t-il. « Ingénieur des mines, » répondis-je. « J'ai réalisé là-bas une jolie fortune, et cette occupation m'a valu de bonnes heures. » « Une profession qui n'amollit pas trop les nerfs, n'est-ce pas ?» Je me mis à rire. « Oh, quant à ça, mes nerfs sont assez solides. » Je pris un couteau de chasse sur une étagère du mur et exécutai le tour bien connu des machuana, qui consiste à le jeter en l'air et à le rattraper entre les dents, ce qui exige un cœur rudement chevillé. Il me regarda en souriant. « Je n'ai pas besoin de preuves. Je puis n'être qu'une bourrique à la tribune, mais je sais apprécier un homme. Vous n'êtes pas plus un assassin qu'un idiot, et je crois que vous m'avez dit la vérité. Je veux vous seconder. Voyons, que puis-je faire pour vous ? Primo, je désire que vous écriviez une lettre à votre oncle. Il faut que je me mette en rapport avec le personnel du gouvernement à une date antérieure au 15 juin. Il se tortilla la moustache. Ça ne vous servira guère. Cette affaire regarde le Foreign Office et mon oncle refusera de s'en occuper. D'ailleurs, vous ne le persuaderiez jamais. Non, je ferai mieux que cela. Je vais écrire au secrétaire permanent du Foreign Office. C'est mon parrain et le meilleur qui soit. Que faut-il lui dire ? Il se mit à une table et écrivit sous ma dictée. Je disais en substance que si un homme du nom de Twisdon, autant garder le pseudonyme, se présentait chez lui avant le 15 juin, il eut à lui faire bon accueil. Le dit Twisdon prouverait son identité en donnant le mot de passe Pierre Noire et en sifflant l'air Danny Laurie. Bon, dit Sir Harry, c'est là le style qui convient. Entre parenthèses, mon parrain, il s'appelle Sir Walter Bullivant, passera les fêtes de la Pentecôte à sa maison de campagne. Elle est voisine d'Artingswell sur Kennet. Voilà qui est fait. Et ensuite ? Vous êtes à peu près de ma taille. Prêtez-moi le plus vieux costume de cheviote que vous ayez. N'importe quoi, pourvu que la teinte soit complètement différente de celle des vêtements que j'ai abîmés tantôt. Puis montrez-moi une carte de la région et expliquez-moi la configuration du pays. Enfin, si la police vient me chercher ici, vous n'avez qu'à montrer la voiture au fond du ravin. Si ce sont les autres, racontez-leur que j'ai pris l'express du Sud après vous avoir vu. Il fit, ou promit de faire, tout cela. Je rasai ce qui me restait de moustache et m'introduisis dans un vieux complet de la teinte qu'on nomme, je crois, mélange bruyère. La carte me donna une idée de ma situation géographique et m'instruisit de 2 choses que je voulais connaître. Où l'on pouvait rejoindre la grande voie ferrée du Sud et quelles étaient à proximité les régions les plus sauvages. À 2 heures, mon hôte me tira du somme que je faisais dans le fauteuil du fumoir et me conduisit, encore mal éveillé, sous la sombre nuit d'étoiles. Ayant déniché dans un hangar à outils une vieille bicyclette, il me la mit en main. « Première route à droite tout au bout de la sapinière », me recommanda-t-il. « Au lever du jour, vous vous trouverez en pleine montagne. Là, je vous conseille de flanquer la bécane dans un fossé et de gagner la bruyère à pied. Vous pouvez passer 8 jours au milieu des bergers, aussi en sûreté qu'au fin fond de la Papouasie. » Je pédalais activement sur les affreuses routes en gravier de la montagne, jusqu'à l'heure où l'aube fit pâlir le ciel. Quand le soleil se dégagea des brumes, je me trouvais dans un vaste monde de verdure, où des torrents dégringolaient de toutes parts et que fermait un lointain horizon bleu. Là, du moins, je serais vite averti de l'approche de mes ennemis. Chapitre 5 L'aventure du cantonnier à Bézicle. Je m'assis sur le fait même du partage des eaux, afin de me rendre compte de ma position. Derrière moi, la route s'élevait dans une longue crevasse de la montagne, qui formait la vallée supérieure de quelques cours d'eau considérables.
Devant, c'était une étendue plate de peut-être 1 mille, toute piquetée de trous marécageux et hérissée de touffes d'herbe, au-delà de laquelle la route dévalait abruptement par un autre ravin jusque dans une plaine dont les lointains s'estompaient dans un vague bleuté. À gauche et à droite, j'avais de verts sommets aux contours arrondis et aussi lisses qu'un crâne chauve, mais au sud, c'est-à-dire à main gauche, s'entrevoyaient, au-delà, de hautes cimes couvertes de bruyères, où je reconnus le massif de montagnes que, d'après la carte, j'avais choisi comme retraite. J'étais sur le mamelon central d'un vaste pays surélevé, et je pouvais voir à plusieurs milles le moindre objet mouvant. Dans les prairies, à un demi-mille au-dessous de la route, derrière moi, fumait la cheminée d'une cabane, mais c'était là l'unique signe de vie humaine. Par ailleurs, rien que les appels des pluviers et le murmure de petits torrents. Il était alors près de 7 heures, et comme je restais là immobile, je perçus une fois de plus le vrombissement aérien de mauvais augure. Je compris alors que mon poste d'observation pouvait tout aussi bien devenir une chausse-trappe. Il n'y avait pas de quoi cacher une mésange parmi ces vertes solitudes. Immobile et résigné, j'entendis le ronflement se rapprocher. À la fin, je vis un aéroplane surgir de l'horizon sud. Il volait haut, mais sous mes yeux, il s'abaissa de quelques 100 pieds et se mit à décrire des orbes toujours plus étroits alentour du massif montagneux, exactement comme un faucon tourne avant de s'abattre. Son altitude décroissait toujours, et bientôt l'observateur du bord m'aperçut. Je vis l'un des 2 occupants braquer sur moi ses jumelles. Tout à coup, il se mit à monter rapidement en spirale, et je ne tardai pas à le voir s'enfoncer de nouveau dans l'est et se réduire à 1 point dans l'azur du matin. Cela m'inspira des réflexions cruelles. Mes ennemis m'avaient repéré, et ils ne tarderaient pas à me cerner. J'ignorais de quelle force ils disposaient, mais ces forces ne pouvaient manquer d'être suffisantes. L'aviateur avait vu ma bicyclette, et il devait en conclure que je tenterais de fuir par la route. En ce cas, il me restait un espoir dans la bruyère, à droite ou à gauche. Je roulai la bécane à quelques 100 mètres de la route et la projetai dans une mare où elle s'enfonça parmi les roseaux et les renoncules aquatiques. Puis je grimpai sur un tertre, d'où l'on découvrait les 2 vallées. Rien ne bougeait sur le long ruban blanc qui y sinuait. J'ai dit qu'il n'y avait pas de quoi cacher une souris dans tout le pays. À mesure que le jour s'avançait, la jeune lumière le baignait d'un éclat plus chaud, au point de me rappeler le veld sud-africain et sa touffeur embaumée. En autre temps, ce pays m'aurait plu, mais pour l'heure, j'y étouffais. La libre bruyère n'était que les murs d'une prison, et l'air vif des montagnes, l'haleine d'un cachot. Je jetai en l'air une pièce de monnaie. Face à droite, pile à gauche. Elle tomba face, et je me dirigeai vers le nord. En peu de temps, j'arrivai sur le bord d'une arête qui formait la muraille terminale du plateau. Je découvrais la grande route, sur un espace de 10 milles peut-être, et tout là-bas, je crus voir un objet mouvant, que je pris pour une auto. Par-delà l'arête s'étalait, onduleuse, la verte bruyère qui se perdait dans des vallons boisés. Or, l'existence du veld m'a donné des yeux de lynx, et je vois des choses que la plupart des gens ne voient qu'à la lunette. Tout au bas de la pente, à une couple de milles, plusieurs hommes s'avançaient, en ligne comme des rabatteurs à la chasse. Je me renfonçais hors de vue derrière la ligne d'horizon. Cette direction m'étant interdite, il me fallait essayer des vraies montagnes du sud, par-delà la grande route. L'auto que j'avais remarqué se rapprochait, mais il lui restait encore à franchir une bonne distance, aggravée de plusieurs côtes très fortes. Je pris ma course à toute vitesse, ne me redressant que dans les creux, et tout courant, je ne cessais de surveiller la pente de la montagne devant moi. Illusion ou réalité, je croyais voir des personnages. 1, 2, plus peut-être, se mouvoir dans un ravin de l'autre côté du torrent. Quand on est bloqué de toutes parts dans une pièce de terrain, il n'y a plus qu'une chance d'échapper. On doit rester sur place et laisser les ennemis chercher en vain. Voilà ce que me disait le bon sens. Mais comment diable échapper aux recherches sur cette espèce de table rase ? Je n'aurais pas hésité à m'enterrer jusqu'au cou dans la vase, ou à rester sous l'eau, ou à grimper sur la plus haute branche. Mais il n'y avait pas la moindre brindille de bois. Les trous marécageux n'étaient que des mares minuscules,
le torrent un simple filet d'eau. Il n'y avait rien que la courte bruyère et le flanc pelé de la montagne et la grande route blanche. Ce fut alors que dans un repli caché de la route, devant un tas de cailloux, je rencontrai le cantonnier. Il venait tout juste d'arriver et battait mollement du marteau. Il me regarda d'un œil vitreux et bâilla. « Maudit soit le jour où j'ai abandonné la culture !» lança-t-il, comme parlant à l'univers. Au moins je ne dépendais de personne, alors. À présent me voilà l'esclave du gouvernement, enchaîné à la route, avec des yeux malades et des reins en compote. Il souleva son marteau, cassa un caillou, rejeta l'outil en jurant, et se mit les 2 mains sur les oreilles. « Miséricorde ! Ma tête éclate !» s'écria-t-il. C'était un hirsute personnage, à peu près de ma taille, mais fort voûté, avec une barbe de 8 jours au menton, et le nez chaussé de grosses besicles de cornes. « Je n'en peux plus !» s'écria-t-il de nouveau. « Que l'inspecteur me signale, tant pis, je retourne à mon lit. » Je l'interrogeai sur la nature de son mal, bien que la cause en fût assez claire. « Mon mal, c'est que j'ai bu. Ma fille Marie s'est mariée hier, et on a dansé jusqu'à 4 heures du matin sur l'air. Moi, je suis resté à boire avec d'autres, et voilà. Je voudrais n'avoir jamais vu la couleur du vin. » Je lui concédai qu'il ferait mieux d'aller se remettre au lit. « C'est facile à dire, » geignit-il, « mais j'ai reçu hier soir une carte postale m'annonçant que le nouvel inspecteur des ponts et chaussées ferait sa tournée aujourd'hui. Il va venir et ne me trouvera pas, ou bien il me trouvera saoul, et de toute façon je suis fichu. Je vais retourner me coucher, et je dirai que je suis malade. Mais je crains que ça ne prenne pas, car on connaît mon genre de maladie. » Il me vint une inspiration. « Est-ce que ce nouvel inspecteur vous connaît ?» demandai-je. « Lui ? Pas du tout. Il n'y a pas 8 jours qu'il est en place. Il court de tous côtés dans son auto de malheur, et vous dénicherez au fond d'une coquille d'escargot. »« Où est votre maison ?» demandai-je. Et il me montra d'un doigt vacillant la cabane au bord du torrent. « Eh bien, retournez vous coucher, déclarai-je, et dormez tranquille. Je vais prendre votre emploi pour un moment, et je verrai l'inspecteur. » Il me regarda avec ahurissement, puis, quand l'idée eut pénétré dans sa cervelle embaumée, un sourire hébété d'ivrogne s'épanouit sur son visage. « Vous êtes un bougre !» s'écria-t-il. « Ça s'arrange très bien. Comme j'ai fini ce tas de cailloux, vous n'aurez plus à en casser ce matin. Prenez seulement la brouette et ramenez des pierres de la carrière là-bas, assez pour faire un autre tas demain. Je m'appelle Alexander Turnbull. Il y a 7 ans que je fais ce métier. Et avant ça, j'ai été 20 ans cultivateur sur les bords de la Leighton Water. Mes amis m'appellent Bois sans soif, ou bien encore 4 yeux, parce que je porte des besicles, à cause de ma mauvaise vue. Vous n'aurez qu'à parler poliment à l'inspecteur, et lui dire « sœur », et il n'en demandera pas plus. Je serai de retour à midi. Je lui empruntai ses besicles et son vieux chapeau crasseux. Je dépouillai veste, gilet, col, et les lui donnai à emporter chez lui. Je lui empruntai aussi son mauvais tronçon de pipe en terre pour compléter l'accoutrement. Il m'indiqua mes modestes fonctions, et sans plus de façon, partit au trot vers son lit. Bien que le lit fût son objectif principal, je suppose qu'il lui restait en outre un vieux fond de bouteille. Je fis des vœux pour qu'il arrivât sans encombre sous son toit avant l'entrée en scène de mes bons amis. Après quoi, je me mis en devoir de rendre ma toilette plus conforme à mon rôle. J'ouvris le col de ma chemise, une vulgaire chemise bleue à carreaux blancs, comme en portent les terrassiers, et mis au jour un cou plus basané que celui d'un rétameur ambulant. Je roulai mes manches jusqu'au coude, révélant ainsi des avant-bras dignes d'appartenir à un forgeron, brûlés de soleil et sillonnés de vieilles cicatrices. Je saupoudrai avec la poussière de la route mes bottines et mes jambes de pantalon, relevant celles-ci et les liant au-dessus du genou à l'aide d'une ficelle. Puis je travaillai ma figure. Avec une poignée de poussière, je traçai une démarcation de crasse autour de mon cou, à l'endroit où étaient censées s'arrêter les ablutions dominicales de M. Turnbull. J'enduisis également d'une bonne couche de poussière le hâle de mes joues.
comme les yeux d'un cantonnier ne peuvent manquer d'être un peu enflammés, j'eus soin d'introduire de la poussière dans les miens, et leur donnai un aspect chassieux en me les frottant vigoureusement. Les sandwichs que j'avais reçus de sœur Harry étaient restés dans ma veste, mais la collation du cantonnier, emballée dans un mouchoir rouge, se trouvait à ma disposition. Je mangeai avec grand plaisir plusieurs grosses tranches de pain bis et de fromage, et bus une partie du thé froid. Le mouchoir contenait encore, noué d'une ficelle et adressé à Turnbull, un journal local, apparemment destiné à charmer les loisirs de la sieste. Je refis le paquet et déposai le journal bien en vue à côté. Mes bottines ne me satisfaisaient pas, mais au moyen de quelques bons coups de pied parmi les cailloux, je leur donnai cet aspect granité qui caractérise la chaussure du cantonnier. Puis je mordis mes ongles et les éraflai, si bien que les bords en étaient tout abîmés et irréguliers. Aucun détail ne devait échapper aux gens contre qui j'étais en lutte. Je cassai un de mes cordons de soulier et le rattachai par un nœud grossier, puis je desserrai l'autre, en sorte que mes épaisses chaussettes débordaient par-dessus les tiges. Toujours aucune trace de qui que ce fût sur la route. L'auto que j'avais remarqué une demi-heure auparavant avait dû faire demi-tour. Ma toilette terminée, j'empoignai la brouette et commençai à faire la navette jusqu'à la carrière située à 100 de mètres. Un vieux batteur d'estrade que j'ai connu en Rhodésie et qui avait fait en son temps de bien drôles de choses me disait une fois que le secret pour bien jouer un rôle était de se croire devenu réellement le personnage. En conséquence, je me dépouillais de toute autre pensée pour m'absorber dans une seule, à savoir l'entretien des routes. Je vis ma demeure dans la petite cabane blanche. J'évoquais les années où j'étais cultivateur sur les bords de la Leighton Water. Je contraignis mon esprit à convoiter amoureusement le sommeil dans un lit en armoire et une bouteille de whisky à bon marché. Toujours rien n'apparaissait sur la longue route blanche. De temps à autre, un mouton s'écartait de la bruyère pour venir me contempler. Un héron, à tire-d'aile, s'abattit dans une vasque du torrent et se mit à pêcher, sans plus s'occuper de moi que si j'eusse été une borne miliaire. J'allais toujours brouettant mes charges de cailloux avec la pesante dégaine du professionnel. Je ne tardais pas à suer, et la poussière de mon visage se changea en un enduit solide et tenace. Je comptais déjà les heures à subir jusqu'au soir, où la nuit viendrait mettre fin à la besogne monotone de M. Turnbull. Tout à coup, une voix cinglante m'interpella de la route, et en levant les yeux, je vis une petite Ford à 2 places et un jeune homme à figure ronde et en chapeau melon. « C'est vous, Alexander Turnbull ?» demanda-t-il. « Je suis le nouvel inspecteur des ponts et chaussées du comté. Vous habitez Black Hope Foot et vous êtes chargé de la section comprise entre Laidlaw Byres et Griggs. Bien. Un joli bout de route, Turnbull, et pas mal entretenu. Un peu mou, à 1 mille d'ici, et les bas-côtés ont besoin d'être désherbés. Voyez à vous en occuper. Bonjour. Vous me reconnaîtrez la prochaine fois que vous me verrez. » D'évidence, ma simulation était assez bonne pour le redouté inspecteur. Je me remis au travail, et vers la fin de la matinée, j'eus la distraction d'un peu de passage. Une carriole de boulanger affronta la montagne et me vendit un sachet de pain d'épices que je bourrai à tout hasard dans ma poche de pantalon. Puis passa un troupeau suivi de son berger, qui m'inquiéta un peu en me demandant tout haut « Et 4 yeux, qu'est-ce qu'il devient ?»« Il est dans son lit avec la colique, répondis-je. Et le troupeau s'éloigna. Aux environs de midi, une grosse auto dévala de la montagne, me dépassa et s'arrêta 100 mètres plus bas. Ses 3 occupants descendirent comme pour se dégourdir les jambes et vinrent flâner de mon côté. De ces hommes, j'en reconnaissais 2 pour les avoir vus par la fenêtre de l'auberge du Galloway. Un grand brun mince et un autre bedonnant et souriant. Le 3e avait l'air d'un homme du pays, un vétérinaire, peut-être, ou un petit fermier. Il portait une culotte cycliste de confection, et ses yeux enfoncés luisaient, attentifs comme ceux d'une poule. « Salut !» dit ce dernier.
C'est un métier joliment commode que vous faites là. » Je n'avais pas levé les yeux à leur approche, mais sur cette interpellation je redressai lentement et péniblement le dos, à la manière des cantonniers. Crachai vigoureusement, à la manière des Écossais du bas peuple, et les considérai un moment avant de répondre. J'affrontais 3 paires d'yeux auxquels rien n'échappait. « Il y a des métiers pires et il y en a des meilleurs, » prononçai-je sentencieusement. « Pour moi, j'aimerais mieux faire comme vous, rester assis sur mon derrière toute la journée dans ces bons coussins. C'est vous qui massacrez mes routes avec vos satanés autos. Si le monde allait comme il doit, on vous forcerait à réparer ce que vous démolissez. » L'homme à l'œil luisant tiqua sur le journal posé à côté du paquet de Turnbull. « Je vois que vous recevez les journaux assez vite, » dit-il. Je jetai sur la feuille un regard négligent. « Ouais, assez vite. Étant donné que cette feuille est parue samedi dernier, je ne l'ai que 6 jours en retard. » Il la ramassa, regarda l'adresse et la reposa. L'un de ses compagnons examinait mes bottines, et d'un mot en allemand, il appela sur elles l'attention de mon interlocuteur. « Vous avez bon goût pour vos chaussures, » fit-il. « Celles-ci n'ont sûrement pas été fabriquées par un savetier de village. »« Comme vous dites, » répliquai-je promptement, « elles ont été fabriquées à Londres. Je les ai eues du monsieur qui était ici l'an dernier pour la chasse. Comment s'appelait-il déjà ?» Et je me grattai la tête d'un air préoccupé. De nouveau le maigre parla en allemand. « Partons, dit-il, ce garçon est franc. » Ils me posèrent une dernière question. « Avez-vous vu passer quelqu'un ce matin de bonne heure ? Il était peut-être à bicyclette, ou peut-être à pied. » Je faillis donner dans le panneau et leur raconter une histoire de cycliste qui serait passé à toute vitesse au petit jour. Mais j'eus l'esprit de voir le danger. Je fis semblant de réfléchir profondément. « Je ne me suis pas levé très tôt, » repris-je. « Voyez-vous, ma fille s'est mariée hier, et nous nous sommes couchés tard. Je suis sorti de la maison qu'il pouvait être 7 heures, et il n'y avait personne sur la route à ce moment. Depuis que je suis monté ici, j'ai vu passer tout juste le boulanger et le berger de Rush Hill, en plus de vous autres, messieurs. » L'un d'eux m'offrit un cigare, que je flairai respectueusement et fourrai dans le paquet de Turnbull. Ils remontèrent en voiture, et je les perdis de vue au bout de 3 minutes. Mon cœur bondit de soulagement, mais je continuai à brouter mes cailloux. Je n'eus pas tort, car 10 minutes plus tard, l'auto repassa, et l'un de ses occupants me fit de la main un signe d'adieu. Ces nobles seigneurs ne laissaient rien au hasard. J'achevai le pain et le fromage de Turnbull et ne tardai pas à compléter le tas de cailloux. La suite m'inquiétait. Je ne pouvais faire indéfiniment ce métier de cantonnier. Une miséricordieuse providence avait retenu jusque-là M. Turnbull sous son toit, mais s'il rentrait en scène, il y aurait du grabuge. Je soupçonnais que le cordon d'investissement se resserrait autour de la vallée et que, dans quelque direction que je m'en allasse, je me heurterais à des questionneurs. Mais il me fallait sortir de là. Personne n'a les nerfs assez robustes pour supporter plus d'un jour d'être ainsi épié. Je restai à mon poste jusque vers 5 heures. J'avais alors résolu de gagner à la nuit tombée la cabane de Turnbull et de me risquer à franchir les montagnes à la faveur de l'obscurité. Mais tout à coup, une nouvelle auto arriva sur la route et ralentit à quelques mètres de moi. La brise se levait, et l'occupant voulait allumer une cigarette. C'était une voiture de tourisme, dont un assortiment de bagages encombrait l'intérieur. Un seul homme s'y trouvait, et par un singulier hasard, je le connaissais. Il s'appelait Marmaduke Jopley, et faisait l'opprobre de la création. C'était une sorte de louche agent de change, dont la spécialité consistait à cultiver les fils aînés, les jeunes pères riches et les vieilles dames évaporées. Marmie était, paraît-il, un personnage bien connu dans les bals, les semaines de polo et les maisons de campagne.
mais cet habile maître chanteur eût rampé 1 mille à plat ventre pour complaire à tout individu possédant un titre ou 1 million. Je dus m'adresser pour affaire à sa maison lors de mon arrivée à Londres, et il m'invita aimablement à dîner à son club. Une fois là, il en vint bien vite aux confidences, et me rebattit les oreilles de ses duchesses, tant et si bien que son snobisme m'écœura. Je demandai par la suite à quelqu'un comment il se faisait que personne ne lui flanquât le pied au derrière, et il me fut répondu que les Anglais respectaient le sexe faible. Quoi qu'il en fût, je l'avais alors devant moi, tiré à 4 épingles, dans une belle auto neuve, et en chemin apparemment pour aller rendre visite à l'un ou l'autre de ses amis distingués. Une brusque foucade me prit, et en un clin d'œil, je sautai dans la voiture et empoignai mon homme par l'épaule. « Hello, Jopley !» m'exclamai-je. « Quelle bonne rencontre, mon gars !» Il fut pris d'une frousse abominable. Il me regarda bouche bée. « Qui diable êtes-vous » haleta-t-il. « Je m'appelle Hannay, » répliquai-je. « Retour de Rhodésie, souviens-toi. »« Bon Dieu, l'assassin !» fit-il d'une voix étranglée. « Tout juste. Et il va commettre un second assassinat, mon bon, si tu ne fais pas comme je te le dis. Retire ce paletot et donne-le-moi. Cette casquette également. » Abruti de terreur, il obéit. Par-dessus mon pantalon sale et ma chemise grossière, je revêtis son élégant paletot de chauffeur, que je boutonnai jusqu'en haut afin de cacher les défectuosités de mon col. J'enfonçai la casquette sur ma tête et complétai ma tenue par ses gants. Le poudreux cantonnier fut en 1 minute métamorphosé en l'un des touristes les plus élégants d'Écosse. Sur la tête de M. Jopley, je collai l'inénarrable couvre-chef de M. Turnbull avec défense d'y toucher. Puis, non sans peine, je tournai la voiture. Mon dessein était de refaire le chemin qu'il venait de parcourir, car mes surveillants, pour l'avoir déjà vu, le laisseraient sans doute passer sans objection, et la tête de Marmie offrait quelque analogie avec la mienne. « Maintenant, mon petit, lui dis-je, tu vas rester tranquille comme un enfant bien sage. Je ne te veux pas de mal. Je ne fais qu'emprunter ta bagnole pour 1 heure ou 2. Mais si tu me joues des tours, et surtout si tu ouvres le bec, aussi sûr que Dieu me voit, je te mords le cou. Compris ? » Je goûtais beaucoup cette promenade vespérale. Nous descendîmes la vallée pendant 1 de milles, traversâmes un village ou 2, et je ne pus m'empêcher de remarquer plusieurs individus d'aspect louche qui flânaient le long de la route. C'étaient là les surveillants qui auraient eu beaucoup à me dire s'ils m'avaient vu en un autre costume ou en une autre compagnie. Dans le fait, ils me regardèrent sans insister. L'un d'eux toucha sa casquette en guise de salut, et je lui répondis aimablement. À la brune, je m'engageai dans une vallée transversale qui, d'après mes souvenirs de la carte, menait vers une partie déserte de la montagne. Bientôt les villages se raréfièrent, puis les fermes, et puis même les dernières cabanes. À la fin, nous atteignîmes une lande solitaire où la nuit obscurcissait peu à peu le couchant reflété par les mares fangeuses. En ce lieu, nous fîmes halte. Je tournai obligeamment la voiture et restituai ses effets à M. Jopley. « 1000 remerciements, lui dis-je. Vous êtes plus utile que je ne le croyais. Maintenant, filez prévenir la police. » Je m'assis sur le versant de la hauteur, et tout en regardant décroître les feux arrière, je réfléchis aux divers genres de crimes que j'avais déjà collectionnés. Contrairement à l'opinion générale, je n'étais pas un assassin, mais j'étais devenu un infâme menteur, un éhonté imposteur et un voleur de grand chemin avec une prédilection marquée pour les autos de prix. Chapitre 6. L'aventure de l'archéologue chauve. Je passai la nuit à l'abri d'un rocher sur une terrasse du versant de montagne où la bruyère poussait molle et fournie. Gîte plutôt froid, car je n'avais ni veste ni gilet. Ceci se trouvait sous la garde de M. Turnbull. Comme le petit calepin noir de Scudder, ma montre et, le pis de tout, ma pipe et ma blague à tabac. Seul mon argent m'accompagnait dans ma ceinture,
avec une bonne demi-livre de pain d'épices dans ma poche de pantalon. Je soupais d'une moitié de ces gâteaux, et en m'insinuant profondément dans la bruyère, je réussis à me réchauffer un peu. J'avais repris courage, et commençais à goûter cette folle partie de cache-cache. Jusque-là, une chance miraculeuse m'avait favorisé. Le laitier, l'aubergiste lettré, Sir Harry, le cantonnier, et ce crétin de Marmie, tout cela était l'œuvre d'une bonne fortune immédiate. Ce premier succès me donnait en quelque sorte l'impression que je finirais bien par m'en tirer. Mon principal tourment était une faim abominable. Quand un juif de la City se tire un coup de revolver et qu'on fait une enquête, les journaux racontent toujours que le défunt avait mangé un repas copieux. Je me fis la réflexion qu'on n'en dirait pas autant de moi, si je me cassais le cou dans un trou de marais. Je me mettais à la torture, car les gâteaux de pain d'épices ne faisaient qu'accentuer ma pénible vacuité, avec les réminiscences de toutes les bonnes mangeailles dont à Londres j'avais fait fi. Par exemple, les croustillantes saucisses de Paddock, et ces savoureux émincés de lard, et ces moelleux œufs pochés. Combien de fois m'en étais-je détourné avec dédain? Et ces côtelettes, spécialité du club, et ce jambon merveilleux figurant au menu froid, comme mon âme aspirait vers eux. Mon désir flottait entre toutes les variétés existantes de comestibles, et il se fixa définitivement sur un beefsteak de marchand de vin et un quart de brune avec un Welsh rabbit pour suivre. Dans l'attente sans espoir de ces délices, je m'endormis. Je m'éveillai 1 heure avant l'aube, tout roidi et glacé. Il me fallut un moment pour me rappeler ma situation, car je m'étais endormi très fatigué et d'un sommeil pesant. Je vis d'abord le pâle ciel bleu à travers un lacis de bruyère, puis un grand pan de montagne, et enfin mes propres bottines correctement disposées dans un buisson de ronces. Je me dressai sur les coudes et jetai un coup d'œil dans la vallée. Et ce simple coup d'œil me fit lasser mes bottines en toute hâte. Car il y avait des hommes là-bas, à moins d'un quart de mille, égaillés en éventail sur le versant de la hauteur, en train de battre la bruyère. Marmie n'avait pas été long à chercher sa vengeance. Je quittai ma terrasse en rampant et me dissimulai derrière un rocher. Puis de là, je gagnai une crevasse peu profonde qui coupait en biais le flanc de la montagne. Cette crevasse me conduisit bientôt dans l'étroite gorge d'un torrent, par laquelle je me hissai jusqu'au sommet de l'arête. De là, je regardai en arrière, et vis que l'on ne m'avait pas encore aperçu. Mes ennemis fouillaient méthodiquement le versant de la montagne et s'élevaient peu à peu. Caché derrière la ligne d'horizon, je courus l'espace peut-être d'un demi-mille, jusqu'au moment où je m'estimais parvenu à hauteur de l'extrémité supérieure du ravin. Alors je me montrai, et fus découvert à l'instant par l'un des rabatteurs qui avertit ses collègues. J'entendis s'élever des appels et vis la ligne de recherche modifier sa direction. Je fis semblant de battre en retraite au long de la crête, mais en réalité je revins sur mes pas, et en 20 minutes je fus de retour derrière l'arête dominant l'endroit où j'avais dormi. De ce poste, j'eus la satisfaction de voir la poursuite, complètement égarée sur une fausse piste, refluer sur la montagne jusqu'au plus haut du ravin. J'avais devant moi tout un choix de chemins, et je me décidai pour une arête qui faisait un angle avec celle où j'étais, et qui, par conséquent, mettrait bientôt un profond ravin entre moi et mes ennemis. L'exercice m'avait réchauffé le sang, et je commençais à m'amuser beaucoup. Sans m'arrêter, je déjeunais des restes poudreux des pains d'épices. Je connaissais très mal le pays, et n'avais pas idée de ce que j'allais faire. Je me fiais à la vigueur de mes jambes, mais je me rendais compte que ceux qui me poursuivaient connaissaient bien la topographie des lieux, et que mon ignorance m'handicapait fortement. Je voyais devant moi une mer de montagnes, s'élevant très haut dans le sud, mais vers le nord s'abaissant par vastes ondulations entrecoupées de vaux larges et peu profonds. L'arête que j'avais choisie s'abaissait, 1 mille ou 2 plus loin, vers une lande qui formait comme une sorte de poche entre les hauteurs. Cette direction me semblait aussi bonne à prendre qu'une autre. Mon stratagème m'avait procuré une bonne avance, de quelques 20 minutes, et j'avais déjà mis derrière moi la largeur d'un ravin,
lorsque je vis surgir les premières têtes de mes poursuivants. La police avait sans nul doute requis la coopération des talents locaux, et les hommes que je pus voir avaient l'apparence de bergers ou de gardes-chasse. Ils poussèrent une clameur en m'apercevant, et je les saluai de la main. 2 plongèrent dans le ravin et commencèrent à escalader mon arête, tandis que les autres restaient de leur côté de la montagne. Je me figurais prendre part à ce jeu de collégiens qu'on nomme la poursuite. Mais le jeu ne tarda point à dégénérer. Ces gars derrière moi, des hommes robustes, étaient sur leur bruyère natale. En me retournant, je vis que 3 seulement venaient sur moi en droite ligne, et je supposais que les autres faisaient un détour afin de me couper le chemin. Mon défaut de connaissance des lieux risquait fort de causer ma perte, et je résolus de quitter ce labyrinthe de ravins pour la poche de lande que j'avais vue des hauteurs. Il me fallait pour cela augmenter mon avance afin de me débarrasser d'eux, et je crus la chose faisable, à la condition de trouver un terrain propice. Avec du couvert, j'aurais essayé de l'affût, mais sur ces pentes dénudées, on eût distingué une mouche à 1 mille. Je ne devais mettre mon espoir que dans la vigueur de mes jambes et dans la solidité de mes poumons. Mais il me fallait, pour les utiliser, un terrain plus facile, car je n'avais pas le pied montagnard. Ah, posséder ici un bon poney Afrikander. Je donnai un grand effort et quittai mon arête pour m'enfoncer dans la lande avant qu'aucune forme humaine eût surgi de la crête derrière moi. Je franchis un torrent et arrivai sur une grande route qui faisait communiquer 2 vallées. Devant moi s'étendait un large espace de bruyère en pente, dont le sommet se couronnait d'un maigre plumeau d'arbres. Dans le talus, longeant la route, s'ouvrait un portail, d'où un sentier envahi d'herbe menait sur la première ondulation de la lande. J'escaladai le talus et suivis le sentier. Au bout de 100 mètres, sitôt hors de vue de la grande route, l'herbe cessait et il devenait un chemin très respectable entretenu avec un soin évident. Nul doute qu'il allât à une maison, et l'envie me vint de faire comme lui. Jusque-là, ma veine s'était maintenue, et il se pouvait que ma meilleure chance m'attendît dans cette habitation écartée. En tout cas, il y avait là-bas des arbres, et par conséquent du couvert. Au lieu de suivre le chemin, je pris le lit du torrent qui coulait à sa droite, où la fougère poussait dru et dont les berges surélevées formaient un abri passable. Ma prudence était justifiée, car je n'eus pas plutôt gagné ce creux qu'en me retournant, je vis la meute surgir au sommet de l'arête d'où je venais de descendre. Je cessai alors de me retourner. Je n'en avais pas le loisir. Je courais le long du torrent, me baissant aux endroits découverts, et la plupart du temps à gué dans l'eau peu profonde. Je rencontrai une maisonnette abandonnée avec les restes d'une meule de tourbe, et un jardin envahi de végétation folle. Puis j'arrivai dans une prairie fraîchement coupée, et aussitôt après sur la lisière d'un bosquet de sapins courbé par le vent. De là, je vis les cheminées de la maison qui fumaient à quelques 100 mètres sur ma gauche. J'abandonnai le torrent, franchis un autre talus, au-delà duquel j'eus sous les pieds, quasi sans m'y attendre, une pelouse négligée. Un regard en arrière m'apprit que j'étais hors de vue de la meute, laquelle n'avait pas encore dépassé la première ondulation de la lande. La pelouse était très négligée, taillée non à la tondeuse mécanique, mais à la faux, et ornée de massifs de rhododendrons broussailleux. Un couple de coqs de bruyère, oiseaux qu'on voit peu dans les jardins, s'envola à mon approche. La maison en face de moi était la ferme banale des pays de Lande, mais il s'y accolait une annexe plus prétentieuse, blanchie à la chaux. Cette aile se prolongeait par une véranda vitrée, où derrière les carreaux je vis un gentleman âgé qui me regardait avec mansuétude. Je franchis la bordure de grossiers cailloutis et pénétrai dans la véranda par la porte ouverte. L'intérieur formait une pièce agréable, des vitres d'un côté et de l'autre une muraille de livres. D'autres bouquins s'entrevoyaient dans la pièce suivante. Sur le sol, en guise de meubles, reposaient des vitrines comme on en voit dans les musées, pleines de monnaies et de bizarres ustensiles de pierre. Il y avait dans le milieu un bureau américain, et assis à ce bureau, devant des papiers et des volumes ouverts, se tenait le paterne vieux gentleman. Sa figure était ronde et luisante, comme celle de M. Pickwick, de grosses lunettes chevauchaient le bout de son nez, et le dessus de son crâne était aussi lisse et dénudé qu'un cul de bouteille. À mon entrée,
Il ne fit pas un mouvement, mais haussa ses placides sourcils et attendit que je prisse la parole. Il n'était guère facile, ayant à peine 5 minutes de répit, d'expliquer à un inconnu qui j'étais et ce que je désirais, et d'obtenir son assistance. Je ne l'essayais pas. L'œil de cet homme me parut si vif et perspicace que je fus incapable de trouver un mot. Je restais à le contempler en balbutiant. « Vous avez l'air pressé, mon garçon, » dit-il avec calme. D'un signe de tête, je désignai la fenêtre. Elle donnait vue sur la lande par une trouée dans le bosquet et révélait à 1 mille de distance plusieurs personnages qui s'avançaient à travers la bruyère. « Ah, je vois, » dit-il. Et, s'emparant d'une paire de jumelles marines, il examina tranquillement les personnages. « On fuit la justice, hein ? Eh bien, nous étudierons l'affaire à loisir. En attendant, je m'oppose à voir mon domicile envahi par ces lourdeaux de policiers campagnards. Entrez dans mon cabinet, vous y verrez 2 portes en face de vous. Prenez celle de gauche et enfermez-vous. Vous serez parfaitement en sûreté. » Et cet homme extraordinaire se remit à écrire. Je suivis ses instructions et me trouvai dans une petite chambre noire à odeur de produits chimiques et éclairée uniquement par une étroite lucarne tout en haut de la muraille. La porte s'était refermée derrière moi avec un déclic métallique, telle une porte de coffre-fort. Une fois de plus, je rencontrai un asile inespéré. Néanmoins, je ne me sentais pas à mon aise. Il y avait dans ce vieux gentleman un quelque chose qui m'intriguait et qui m'effrayait presque. Il avait été trop aimable et trop accueillant. On eût dit qu'il m'attendait, et son regard m'avait paru terriblement perspicace. Aucun bruit ne me parvenait dans cette pièce obscure. Rien n'empêchait que les policiers fussent en train de fouiller la maison, et dans ce cas, ils voudraient savoir ce qu'il y avait derrière cette porte. Je tâchais de m'armer de patience et d'oublier la faim qui me tourmentait. Puis je vis la chose sous un jour plus sympathique. Le vieux gentleman ne pouvait décemment me refuser à manger, et je me mis à évoquer mon déjeuner. Des œufs au lard me suffiraient à la rigueur, mais il me fallait tout un quartier de lard et un demi-cent d'œufs. Et alors, tandis que cette perspective me mettait l'eau à la bouche, il se fit un déclic, et la porte s'ouvrit. Je me retrouvai au grand jour, et vis dans la pièce qu'il nommait son cabinet, le maître de la maison assis dans un fauteuil et me considérant d'un œil singulier. « Sont-ils partis ?» demandai-je. « Ils sont partis. Je leur ai persuadé que vous aviez franchi la montagne. Je ne veux pas que la police s'interpose entre moi et quelqu'un dont je suis enchanté de faire la connaissance. Voici un matin heureux pour vous, monsieur Richard Hannay. » Tandis qu'il parlait, ses paupières tressaillirent et parurent s'avancer un peu au-dessus de ses yeux gris perçants. Je me rappelai dans un éclair l'expression qu'avait eue Scudder en me décrivant l'homme qu'il redoutait le plus au monde. Cet homme, d'après lui, pouvait s'encapuchonner les yeux à la manière d'un épervier. Et je compris que je m'étais jeté tête baissée dans le quartier général de l'ennemi. Mon premier mouvement fut d'étrangler le vieux scélérat et de gagner le large. Il parut deviner mon intention, car il sourit aimablement et d'un signe de tête me montra la porte derrière moi. Je me retournai et vis 2 serviteurs qui me tenaient sous leurs revolvers. Ils savaient mon nom, mais ils ne me connaissaient pas de vue, et cette réflexion, en me traversant l'esprit, m'inspira un faible espoir. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire, » répliquai-je avec rudesse. « Qui donc appelez-vous Richard Hannay ? » ?»« Je m'appelle Ainslie. »« Tiens, » fit-il, souriant toujours. « Mais bien entendu, vous avez plusieurs noms. Nous n'allons pas nous chicaner pour un de plus ou de moins. » Je m'étais ressaisie, et je m'avisai que ma tenue, sans veste ni gilet ni col, ne me dénonçait du moins pas. J'affectai mon air le plus rogue et haussai les épaules. « Je comprends que vous allez me livrer pour finir, et j'appelle ça un sacré sale tour. Bon Dieu, je voudrais n'avoir jamais vu cette maudite auto. Tenez, voici l'argent, et que le diable vous emporte. » Et je jetai sur la table 4 souverains. Il ouvrit un peu les yeux. « Oh, que non, je ne vais pas vous livrer. Mes amis et moi, nous avons un petit compte à régler en particulier avec vous,
et voilà tout. Vous en savez un peu trop, monsieur Richard Hannay. Votre habileté comme acteur est grande, mais il vous reste des progrès à faire. » Il parlait avec assurance, mais je voyais le doute poindre dans son esprit. « Oh, pour l'amour de Dieu, assez de boniments !» m'écriai-je. « Tout se met contre moi. Je n'ai eu que de la déveine depuis mon débarquement à Leith. Quel mal fait un pauvre diable qui a le ventre vide de ramasser un peu d'argent qu'il trouve dans une auto décarcassée. Voilà tout ce que j'ai fait. Et pour cela, je suis turlupiné depuis 2 jours par ces bougres de policiers sur ces bougresses de montagne. Je vous jure que j'en ai assez. Vous pouvez faire de moi ce que vous voudrez, vieux frère. Ned Hensley n'a plus le courage de lutter. » Je vis que le doute gagnait du terrain. « Voulez-vous avoir l'obligeance de me faire le récit de vos derniers faits et gestes ?» me demanda-t-il. « J'en suis incapable, patron, » fis-je sur le ton pleurnichard d'un authentique mendigo. « Je n'ai rien eu à me mettre sous la dent depuis 2 jours. Donnez-moi d'abord un morceau à manger, et puis vous saurez la vérité vraie. » Ma faim devait se lire sur mon visage, car il fit signe à l'un des 2 hommes du seuil. Un bout de pâté froid et un verre de bière furent déposés devant moi, et je les engloutis avec une avidité bestiale, ou plutôt avec l'avidité de Ned Hensley, car je soutenais mon rôle. Au beau milieu de mon repas, il m'adressa tout à coup la parole en allemand, mais je levai vers lui un visage inexpressif autant qu'un mur de pierre. Puis je lui contai mon histoire, comme quoi j'avais une semaine auparavant débarqué à Leith d'un navire d'Arkhangel, et faisais route par l'intérieur des terres pour aller rejoindre mon frère à Wigtown. Je me trouvais à court de galettes, à la suite d'une bordée, laissai-je entendre, et j'étais absolument à sec lorsque je rencontrai un trou dans une haie et, regardant par ce trou, aperçus une grosse auto couchée dans le torrent. Étant descendu voir de quoi il retournait, je découvris 3 souverains éparpillés sur le siège et un autre sur le plancher. Il n'y avait personne aux environs, ni aucune trace de propriétaire. Aussi, j'empochai la galette. Mais de façon ou d'autre, la justice m'avait pisté. Lorsque je voulus changer un souverain dans la boutique d'un boulanger, la femme se mit à crier au voleur, et un peu plus tard, tandis que je me débarbouillais dans un torrent, je faillis être pincé, et ne m'échappais qu'en abandonnant ma veste et mon gilet. « Ils peuvent reprendre leur argent, » m'écriai-je. « Pour ce que j'en suis devenu plus gras. Ces buveurs de sang ne s'en prennent jamais qu'aux pauvres bougres. Tenez, si c'était vous, patron, qui aviez trouvé les jaunets, personne ne vous aurait rien dit. »« Vous faites un bon menteur, Hannay, » me dit-il. Je me mis en rage. « Vous m'embêtez à la fin, nom d'un tonnerre. Je vous répète que je m'appelle Hensley, et que de ma vie, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un nommé Hannay. J'aimerais encore mieux la police que vous, avec vos Hannay et vos trucs de larbin à pistolet. Mais non, patron, je n'ai rien dit. Je vous suis très obligé de la boustifaille, et je vous remercierai de me laisser aller, maintenant que la voie est libre. » De toute évidence, il était fort embarrassé. Il faut comprendre qu'il ne m'avait jamais vu, et mon aspect devait différer considérablement de mes photographies, à supposer qu'il en ait eu une en main. À Londres, j'étais très correct et bien habillé, et ici, j'étais un vulgaire cheminot. « Je n'ai pas l'intention de vous laisser aller. Si vous êtes en effet ce que vous prétendez, vous aurez bientôt une occasion de le prouver. Si vous êtes ce que je crois, je doute que vous voyiez encore longtemps la lumière du jour. » Il frappa sur un timbre, et un 3e domestique surgit de la véranda. « Je veux l'auto dans 5 minutes, » dit-il. « Nous serons 3 à déjeuner. » Puis il me regarda fixement, et cette épreuve fut la plus rude de toutes. Il y avait quelque chose d'effrayant et de diabolique dans ses yeux froids, méchants, inhumains, et de la plus infernale malice. Ils me fascinaient comme des yeux de serpent. J'éprouvais la tentation violente de me rendre à merci et de lui offrir de passer sous ses ordres. Mais si l'on songe au sentiment que m'inspirait toute l'affaire, on se rendra compte que cette tentation dut être purement physique, la faiblesse d'un cerveau hypnotisé et dominé par une volonté plus forte. Je réussis néanmoins à tenir bon, et même à ricaner. « Vous me reconnaîtrez la prochaine fois, patron, dis-je. Karl, fit-il en allemand à l'un des hommes du seuil, vous mettrez cet individu dans le magasin jusqu'à mon retour, et vous me répondrez de lui. Je fus emmené hors de la pièce.
un revolver à chaque tempe. Le magasin était une pièce humide située dans la partie ancienne qui servait jadis de ferme. Il n'y avait pas de tapis sur le plancher déjeté, et rien pour s'asseoir qu'un tabouret d'écolier. Il y faisait noir comme dans un four, car les fenêtres étaient closes de contrevents massifs. À tâtons, je me rendis compte que le long des murs s'empilaient des caisses, des barils et des sacs pleins d'une matière dense. Cet intérieur sentait le moisi et l'abandon. Mes geôliers tournèrent la clé dans la serrure et je les entendis traîner la semelle en montant la garde au dehors. Je m'assis dans ces ténèbres glaciales, tout à fait déprimé. Le vieux était parti en auto chercher les 2 gredins qui m'avaient interrogé la veille. Or, eux m'avaient vu sous les apparences du cantonnier, et ils ne pouvaient manquer de me reconnaître, car j'étais dans la même tenue. Que pouvait bien faire un cantonnier à 20 milles de son chantier et poursuivi par la police? Une question ou deux les mettrait sur la voie. Probablement, ils avaient vu M. Turnbull, probablement aussi Marny. Selon toute apparence, ils remonteraient jusqu'à Sir Harry, et le tout leur deviendrait clair comme de l'eau de roche. Quel espoir me restait-il dans cette maison perdue de la lande, avec ces 3 bandits et leurs serviteurs armés? Je songeais avec regret aux policiers, en train de patauger à ma recherche dans la montagne. Eux, du moins, étaient des compatriotes et d'honnêtes gens, et ils seraient plus miséricordieux que ces vampires étrangers. Mais ils ne m'auraient pas écouté. Ce vieux démon aux paupières glissées n'avait pas mis longtemps à se débarrasser d'eux. Il possédait sûrement des accointances avec le commissariat. Sans doute, il avait des recommandations ministérielles qui lui accordaient pleine licence de conspirer contre l'Angleterre. Car telle est la politique aveugle que nous suivons dans la mère patrie. Les 3 hommes devant être de retour pour le déjeuner, il ne me restait plus qu'une paire d'heures à attendre, ce qui équivalait à attendre la mort, car je ne voyais aucun moyen de me dépêtrer de là. J'enviais la force d'âme de Scudder, car j'avoue sans embâge que je ne me sentais pas grande fermeté. La seule chose qui me soutint était la fureur. Je bouillais de rage à songer de quelle façon ces espions avaient mis le grappin sur moi. Je souhaitais pouvoir au moins tordre le cou à l'un d'eux avant de succomber. Plus j'y songeais, plus ma colère augmentait. À la fin, je n'y tins plus et je me levai pour faire le tour de la chambre. J'essayais les volets, mais ils avaient un système de fermeture à clé et je ne parvins pas à les ébranler. Du dehors m'arrivait un caquettement assourdi de poules au grand soleil. Puis je fourrageais parmi les sacs et les caisses. Je ne pus ouvrir ces dernières, et les sacs semblaient remplis d'espèces de biscuits de chien qui fleuraient la cannelle. Mais dans mon périple autour de la pièce, je trouvai dans un renfoncement du mur une poignée qui me parut mériter un plus ample examen. C'était la porte d'un placard, ce qu'on nomme resserre en Écosse, et elle était fermée à clé. Je la secouai, et elle me parut peu résistante. À défaut de meilleure occupation, je déployai ma vigueur contre cette porte, en obtenant plus de prise sur la poignée grâce à mes bretelles, dont je l'entortillai. Elle céda enfin avec un craquement qui devait, pensai-je, attirer mes gardiens. Après une courte attente, je me mis à explorer les rayons du placard. Il contenait une foule d'objets bizarres. Je retrouvai dans mes poches de pantalon 1 ou 2 allumettes bougies, et en craquai une. Elle s'éteignit presque tout de suite, mais à sa lueur, j'eus le temps d'apercevoir dans un coin un petit tas de lampes électriques de poche. J'en cueillis une. Elle fonctionnait. Muni de cette lampe, je continuai mes investigations. Il y avait des flacons et des caisses de substances aux odeurs suspectes, évidemment des produits chimiques destinés à des expériences, et aussi des rouleaux de fil de cuivre fins et des coupons innombrables d'une mince soie imperméabilisée. Il y avait une boîte de détonateurs et une provision de cordeaux Bickford. Puis, tout au fond d'un rayon, je trouvai un emballage de fort carton brun, et à l'intérieur, une caissette de bois. Je réussis à en arracher le couvercle. Elle contenait une demi-douzaine de petits blocs grisâtres, de 2 pouces de côté chacun. J'en pris un et constatai qu'il s'effritait sans peine entre mes doigts, puis je le flairai et y portai la langue. Après quoi je m'assis pour réfléchir. Je n'avais pas été ingénieur des mines pour rien, et au premier coup d'œil, je reconnus de la chédite. Avec un de ces blocs, je pouvais faire sauter la maison en 1000 morceaux. J'avais vu agir le produit en Rhodésie, et je savais sa puissance.
Mais, par malheur, mon savoir n'était pas précis. J'ignorais la charge exacte et la vraie manière de l'amorcer. Je n'avais même qu'une vague idée de sa force, car je ne l'avais pas manipulée de mes propres mains. Toutefois, c'était une chance, la seule possible. Le risque était grand, mais d'autre part, il y avait la certitude absolue de ma perte. Si je m'en servais, les chances étaient, à mon estimation, de 5 contre 1 pour me faire sauter jusqu'au plus haut des arbres. Mais si je ne m'en servais pas, selon toute probabilité, j'occuperais avant le soir une fosse de 6 pieds dans le jardin. Telle fut la manière dont j'envisageais la situation. La perspective était plutôt sombre des 2 parts, mais en tout cas, il restait une chance, aussi bien pour moi que pour mon pays. Le souvenir du petit Scudder me décida. Je connus là peut-être le plus sale moment de ma vie, car je ne vaux rien pour ces résolutions de sang-froid. Je réussis néanmoins à trouver la force de serrer les dents et de rejeter les craintes hideuses qui m'envahissaient. Je refusais simplement d'y penser, et affectais de croire que je me livrais à une simple expérience de feu d'artifice. Je pris un détonateur et y fixai une couple de pieds de mèche. Puis je pris le quart d'un bloc de chédite, y adaptai le détonateur et l'enfouis sous l'un des sacs voisins de la porte, dans une fissure du plancher. Je soupçonnais la moitié des caisses de renfermer de la dynamite. Pourquoi pas, en effet, puisque le placard contenait de si violents explosifs. Dans ce cas, nous ferions un merveilleux voyage aérien, moi, les domestiques allemands et un bon harpent du terrain circonvoisin. En outre, comme j'avais presque tout oublié concernant la chédite, il se pouvait que l'explosion fît détonner les autres blocs du placard. Mais cela ne menait à rien d'envisager ces possibilités. Les risques étaient effroyables, mais je devais les subir. Je me ratatinai tout au-dessous de l'appui de fenêtre et allumai la mèche. Puis j'attendis 1 minute ou 2. Il régnait un silence de mort, troublé par le seul frottement de lourdes semelles dans le couloir et le paisible caquettement des poules au dehors. Je recommandai mon âme à son Créateur et me demandai si dans 5 secondes... Une onde de feu énorme sembla jaillir du plancher et m'enveloppa un instant d'une atmosphère de fournaise. Puis le mur en face de moi s'éclaira de jaune d'or et s'écroula dans un fracas de tonnerre qui me mit la cervelle en bouillie. Quelque chose tomba sur moi, m'attrapant le coin de l'épaule gauche. Et je crois bien qu'alors je perdis connaissance. Ma syncope dura tout au plus quelques secondes. Je me sentis asphyxié par d'épaisses vapeurs jaunâtres et, me dégageant des décombres, je me remis debout. Quelque part derrière moi, je perçus l'air libre. Le cadre de la fenêtre était tombé, et par la brèche irrégulière, la fumée se déversait au soleil de midi. J'enjambai le linteau brisé et me trouvai dans une cour, emplie d'un brouillard dense et âcre. Je me sentais fort mal en point et prêt à défaillir, mais je pouvais encore me mouvoir, et je m'éloignais de la maison à l'aveuglette et en titubant. Un petit ru de moulin coulait dans un chenal de bois, de l'autre côté de la cour. Je tombai dedans. L'eau fraîche me ranima, et je retrouvai assez mes esprits pour songer à m'enfuir. Je remontai le ru en pataugeant parmi son visqueux enduit verdâtre et parvins à la roue du moulin. Arrivé là, je m'insinuai par le pertuis de l'arbre de couche dans le vieux moulin où je m'abattis sur un matelas de balles d'avoine. Un clou m'accrocha, le fond de la culotte, et je laissai derrière moi un lambeau de mélange bruyère. Le moulin ne servait plus depuis longtemps. Les échelles tombaient de vétusté et les rats avaient rongé de grands trous dans le plancher du grenier. Un malaise me prit, un vertige tourbillonna sous mon crâne, tandis que mon bras et mon épaule gauche semblaient frappés de paralysie. Je regardai par la fenêtre et vis la maison encore surmontée d'un brouillard et de la fumée s'échappant d'une fenêtre de l'étage. J'avais, Dieu me pardonne, mis le feu à l'immeuble, et de derrière celui-ci me parvenaient des cris confus. Mais je ne pouvais m'attarder, car le moulin était évidemment une mauvaise cachette. Pour peu que l'on me cherchât, on suivrait naturellement le ru, et je ne doutais pas que la recherche dût commencer dès qu'il verrait que mon cadavre n'était pas dans le magasin. D'une seconde fenêtre, je vis que de l'autre côté du moulin se dressait un vieux colombier de pierre. Si je pouvais y arriver sans laisser de traces, j'y trouverais peut-être un refuge, car je me disais que mes ennemis, s'ils me croyaient en état de me mouvoir, s'imagineraient que j'avais gagné le large et me chercheraient sur la lande.
Je descendis tant bien que mal par l'échelle rompue, en éparpillant de la balle d'avoine derrière moi afin de dissimuler mes empreintes. Je fis de même sur le plancher du moulin et sur le seuil où la porte ne tenait plus qu'à des gonds branlants. J'avançai prudemment la tête et vis qu'entre moi et le colombier s'étendait un morceau de terrain aride et négligé, où mes pas ne laisseraient aucune trace. De plus, on y était bien caché de la maison par les bâtiments du moulin. Je traversai furtivement ce terrain, gagnai le derrière du colombier et me mis en devoir d'y grimper. J'ai rarement entrepris quelque chose de plus malaisé. Mon épaule et mon bras me cuisaient en diable, et mon état de vertige risquait à chaque instant de me faire tomber. Mais je réussis quand même. En utilisant des pierres en saillie et des brèches entre les moellons, ainsi qu'une solide tige de lierre, je finis par atteindre le sommet. Un petit parapet l'entourait, derrière lequel je trouvais la place de m'étendre sur le dos. Puis je continuai mes exercices par le classique évanouissement. Je repris connaissance avec un fort mal de tête et le soleil me brûlant la figure. Un bon moment, je restai immobile, car ces abominables exhalaisons semblaient avoir dissous mes membres et obnubilé mon cerveau. Il m'arrivait de la maison des éclats de voix gutturales et le bruit de moteur d'une auto arrêtée. Le parapet offrait une petite brèche. Je me traînai jusque-là, et ma vue plongea sur une partie de la cour. Des personnages surgirent. Un domestique, la tête embobelinée d'un pansement, et un jeune homme en culotte cycliste. Ils avaient l'air de chercher quelque chose, et ils se dirigèrent vers le moulin. Tout à coup, l'un d'eux aperçut le lambeau de mélange bruyère accroché au clou, et appela son compagnon. Tous deux regagnèrent la maison, et en ramenèrent 2 autres individus pour l'examiner. Je reconnus la face ronde de celui qui m'avait capturé tout à l'heure, et crus distinguer aussi l'homme aux ésaillements. Tous étaient munis de revolvers. Durant une demi-heure, ils mirent le moulin sans dessus-dessous. Je les entendais donner des coups de pied dans les tonneaux et soulever les lames pourries du plancher. Après quoi, ils ressortirent et restèrent juste au-dessous du colombier à discuter avec vivacité. Le domestique au pansement reçut une verte semonce. Je les entendis toucher à la porte du colombier, et un instant, je m'imaginais avec terreur qu'ils allaient monter. Mais ils se ravisèrent et regagnèrent la maison. Tout ce long après-midi de soleil dévorant, je restais à rôtir sur la plate-forme. Je souffrais surtout de la soif. Ma langue était sèche comme du bois, et pour comble, j'entendais le bruissement frais de l'eau dans le rude moulin. Je suivais des yeux le petit cours d'eau à travers la lande, et le remontais en imagination jusqu'au haut du Val, où il devait jaillir d'une source glacée, ourlée de fougères et de mousse. J'aurais donné 1000 livres pour m'y tremper la figure. Je découvrais la plus grande partie du cercle de bruyère. Je vis l'auto s'éloigner rapidement avec 2 passagers et un individu monté sur un poney galoper vers l'est. Je pensais qu'ils me cherchaient et leur souhaitais bien du plaisir. Mais je vis autre chose de plus intéressant. La maison se trouvait située presque au sommet d'une intumescence de la lande qui couronnait une sorte de plateau, et le seul point qui fût plus élevé était la grande montagne à 6000 de là. Son sommet réel, comme je l'ai déjà dit, portait un assez gros bouquet d'arbres, formé en majeure partie de sapins, avec quelques frênes et hêtres. Sur le colombier, j'étais à peu près de niveau avec le sommet des arbres, et je pouvais voir ce qui se passait derrière. Au lieu d'être massif, le bois formait un simple anneau, à l'intérieur duquel s'étendait un ovale de gazon vert, qui ressemblait fort à un vaste terrain de cricket. Je ne mis pas longtemps à deviner son usage. C'était un aérodrome, et un aérodrome secret. L'endroit avait été fort judicieusement choisi. À supposer en effet que quelqu'un vît un avion y descendre derrière les arbres, il le croirait parti au-delà de la hauteur. Comme l'endroit se trouvait au sommet d'une pente et au milieu d'un vaste amphithéâtre, un observateur quelconque, d'une direction quelconque, devait conclure que l'avion avait continué son chemin. Seul quelqu'un de tout proche s'apercevrait que l'aéro, sans dépasser la colline, était descendu au milieu du bois. Un observateur muni d'une longue vue et placé sur la grande montagne, plus élevée, aurait peut-être découvert la vérité, mais il n'y venait que des bergers, et les bergers n'emportent pas avec eux de lunettes d'approche. En regardant du colombier,
je distinguais tout au loin une ligne bleue que je savais être la mer, et j'enrageais de me dire que nos ennemis possédaient cette tour de guet secrète pour épier nos eaux. Je m'avisai ensuite que si l'avion revenait, j'avais 10 chances contre 1 d'être découvert. Aussi, durant tout l'après-midi, je restais couché, priant Dieu de ramener l'obscurité, et je me réjouis de voir enfin le soleil disparaître derrière les montagnes de l'ouest et la brume du soir s'étaler sur la lande. L'aéroplane revint tard. Le crépuscule était déjà très avancé lorsque je perçus le bruissement de ses ailes et le vis descendre en vol plané vers son gîte, dans le bois. Des lumières s'agitèrent un moment, et il y eut beaucoup d'allées et venues du côté de la maison. Puis la nuit tomba, et le silence se fit. Grâce à Dieu, la nuit était sombre. La lune, à son dernier quartier, ne se lèverait que très tard. Vers 9 heures, autant que j'en pus juger, n'y tenant plus de soif, je me mis en devoir de descendre. Ce n'était pas facile. Et, de plus, arrivé à mi-chemin, j'entendis s'ouvrir la porte de derrière de la maison, et vis la lueur d'une lanterne sur le mur du moulin. Durant quelques minutes d'angoisse, je restais suspendu aux lierres, et priais Dieu que l'individu, quel qu'il fût, ne vînt pas vers le colombier. Enfin, la lumière disparut, et je me laissai tomber le plus doucement possible sur le pavé de la cour. Je rampais à plat ventre, dissimulé derrière une digue de pierre, jusqu'au rideau d'arbres qui entourait la maison. Si j'avais su comment m'y prendre, j'aurais mis l'aéro en action, mais je compris que toute tentative de ce genre serait probablement vaine. Comme je ne doutais pas qu'il y eût une protection quelconque autour de la maison, je m'enfonçai dans le bois, sur les mains et les genoux, en tâtant avec précaution chaque pouce de terrain devant moi. Je faisais sagement, car j'arrivais bientôt à un fil de fer tendu à 2 pieds du sol. Si j'avais buté contre, il n'eût pas manqué de mettre en branle une sonnerie dans la maison, et j'étais pris. 100 mètres plus loin, je trouvai un autre fil, ingénieusement disposé sur la berge d'un ruisselet. Plus loin, c'était la lande, et au bout de 5 minutes, j'étais enfoncé dans la fougère et la bruyère. Peu après, je contournai l'épaulement de la hauteur, par le petit ravin d'où coulait le ru du moulin. 10 minutes plus tard, je trempais ma figure dans la source, et j'absorbais des pintes de l'eau béatifique. Mais je ne fis halte pour de bon qu'après avoir mis une 12aine de milles entre moi et cette maudite demeure.